10e chapitre. Que nous réserve l'avenir? Il y a un siècle, Albert Einstein a révolutionné nos conceptions de l'espace, du temps, de l'énergie et de la matière. On continue aujourd'hui à trouver des confirmations de ses prédictions, comme les ondes gravitationnelles observées en 2017 par le détecteur LIGO. Einstein est pour moi l'incarnation de l'ingéniosité. D'où venaient ces idées? D'un cocktail d'intuition et d'originalité, avec une étincelle de génie. Il avait le don de voir ce qu'il y a derrière les choses pour en déceler la structure. Il ne s'en remettait pas au sens commun, à l'idée que les choses doivent être comme elles sont. Il avait le courage de suivre jusqu'au bout des idées qui semblaient absurdes à d'autres et d'en explorer les conséquences. Telle était la source de son ingéniosité, de son génie incomparable. L'imagination était pour lui essentielle. Nombre de ses découvertes viennent de sa capacité à imaginer un autre univers, à travers des expériences de pensée. À l'âge de 16 ans, quand il se vit chevaucher un rayon de lumière, il comprit qu'à cette vitesse, la lumière devait apparaître comme une onde figée. Cela le mena plus tard à la théorie de la relativité. Un siècle plus tard, les physiciens en savent davantage qu'Einstein sur l'univers. Ils ont des instruments extraordinaires, accélérateurs de particules, superordinateurs, télescopes spatiaux, détecteurs d'ondes gravitationnelles. Mais l'imagination reste notre outil le plus puissant. Grâce à elle, on peut se transporter n'importe où dans l'espace et le temps et assister par la pensée aux phénomènes les plus incroyables, tout en conduisant, en somnolant ou en faisant semblant d'écouter un raseur pendant un dîner en ville. Quand j'étais enfant, je me demandais tout le temps comment ça marche. J'ai cassé beaucoup de jouets pour comprendre leur fonctionnement, mais même si je ne réussissais pas aussi bien à les réparer, je pense avoir appris beaucoup plus que ne pourraient apprendre les enfants d'aujourd'hui s'ils essayaient la même technique sur leur téléphone portable. Mon travail est toujours de comprendre comment marchent les choses. Seule l'échelle a changé. Je ne casse plus les trains électriques, mais j'essaie de savoir, en utilisant les lois de la physique, comment marche l'univers. Si l'on comprend le fonctionnement d'un objet, on peut le contrôler. Cela semble tout simple à dire, mais c'est une tâche difficile qui m'a tenu et passionné toute ma vie. J'ai travaillé avec les plus grands scientifiques et j'ai eu la chance de vivre l'âge d'or de mon domaine, la cosmologie, l'étude des origines de l'univers. L'esprit humain est fascinant. Il peut concevoir la magnificence des cieux et l'arrangement des composants de la matière. Mais pour acquérir son plein potentiel, il a besoin d'une étincelle, la curiosité et l'émerveillement. L'étincelle vient souvent d'un professeur. Je m'explique. Je n'étais pas ce qu'on appelle un bon élève. J'ai eu du mal à apprendre à lire et à écrire. Mais à l'âge de 14 ans, un de mes professeurs à l'école de Saint-Albans, Dikran Tata, me montra comment canaliser mon énergie et me dirigea vers les mathématiques. Il m'ouvrit les yeux sur l'aspect mathématique du monde. Derrière chaque personne exceptionnelle, vous trouverez un professeur exceptionnel. Pourtant, l'éducation et la recherche en sciences et technologies sont plus que jamais en danger. Sous l'effet des mesures d'austérité, toutes les sciences ont vu leur budget restreint, spécialement les sciences fondamentales. Nous autres, Anglais, sommes aussi menacés d'isolement en Europe, éloignés des lieux de progrès. Pour la recherche, l'échange d'étudiants et de chercheurs est une source d'idées et de techniques nouvelles. Malheureusement, nous ne pouvons revenir en arrière. Avec les effets sur l'immigration et l'éducation du Brexit et du gouvernement Trump, on assiste à une révolte globale contre les experts, y compris les scientifiques. D'où la question: comment assurer l'avenir de la science et de la technologie? Je reviens à mon professeur, M. Tata. La base de l'éducation est dans les écoles et les professeurs inspirants. Mais les écoles ne peuvent offrir qu'un canevas où, souvent, l'apprentissage par cœur, les équations et les examens éloignent les jeunes gens de la science. Il faut favoriser la compréhension des choses aux dépens de leur mise en équation. Les livres et les articles de vulgarisation ont pour cela leur rôle à jouer, même s'ils ne sont lus que par une petite part de la population. Films et documentaires ont davantage d'audience, mais il s'agit d'une communication à sens unique. Quand j'ai commencé à faire de la recherche dans les années 1960, la cosmologie était une branche obscure et délaissée de la physique.
Aujourd'hui, grâce à des découvertes fracassantes comme celle du Big Bang et du boson de Higgs, l'univers est devenu un objet d'étude en vogue. Les connaissances accumulées en peu de temps sont impressionnantes, même s'il reste beaucoup de pain sur la planche. Alors, qu'est-ce qui attend les jeunes d'aujourd'hui ? Leur avenir dépendra davantage de la science et de la technologie que celui des générations précédentes. Ils devront connaître et comprendre plus de science que leurs aînés, car elle sera omniprésente dans leur vie quotidienne. Ils devront aussi affronter des problèmes dont certains sont déjà présents. Parmi eux, le réchauffement climatique, la question de l'espace et des ressources nécessaires à l'accroissement de la population mondiale, l'extinction des espèces, la nécessité de développer des énergies renouvelables, la dégradation de l'océan, la déforestation et les grandes épidémies. De grandes inventions vont tout changer dans le travail, la nourriture, la communication et les transports. Il faudra mettre l'imagination au pouvoir. On ira chercher des métaux rares sur la Lune, on commencera à coloniser Mars, à guérir des maladies aujourd'hui sans espoir. Les grandes questions de l'existence restent sans réponse. Comment la vie sur Terre a-t-elle commencé ? Qu'est-ce que la conscience ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ces questions-là sont pour les générations à venir. Certains pensent que l'humanité actuelle est parvenue au sommet de l'évolution. Je ne le crois pas. Il doit y avoir quelque chose de très spécial concernant les conditions limites de notre univers. Et qu'est-ce qui pourrait être plus spécial que pas de limite du tout ? De même, il ne doit y avoir aucune limite à l'évolution humaine. Je vois deux options pour l'humanité future. Explorer l'espace pour trouver d'autres planètes habitables et utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer notre planète. Comme on l'a vu, la Terre est désormais trop petite pour l'humanité, dont la population double tous les 40 ans. Nos ressources s'épuisent à un rythme alarmant et nous devons faire face au changement climatique, à la pollution, à la déforestation et à la baisse de la biodiversité. Il faut trouver un moyen de ralentir la croissance de la population. Une autre raison de coloniser d'autres planètes est la possibilité d'une guerre nucléaire. Une des théories pour expliquer que nous n'ayons pas encore été contactés par des extraterrestres est que quand une civilisation atteint notre degré de développement, elle devient instable et s'autodétruit. Nous avons désormais la puissance technologique nécessaire pour détruire toute vie sur Terre. Les événements récents en Corée du Nord en ont donné un avant-goût. Mais je suis optimiste. Je crois que nous pouvons éviter la catastrophe et que la conquête de l'espace peut nous y aider. L'autre option est le développement de l'intelligence artificielle. Les progrès récents rapprochent toujours plus les ordinateurs des capacités proprement humaines, et nous commençons tout juste à voir les prouesses dont est capable l'informatique. Pourtant, comme je l'ai souligné au chapitre précédent, l'IA peut être la meilleure comme la pire des choses. Des machines super intelligentes pourraient peu à peu, insidieusement, prendre le pouvoir et nous mener à notre propre perte. À charge pour nous de prendre la mesure du danger et les mesures qui s'imposent pour que l'IA reste un outil à notre service. La technologie a eu un impact considérable sur ma vie. C'est un ordinateur qui parle à ma place et toute une technologie de pointe qui m'a donné la voie que la maladie m'a prise. Intel me suit et m'aide depuis 25 ans et me permet de vivre presque normalement. Pendant ce quart de siècle, le monde et sa technologie ont beaucoup changé, qu'il s'agisse de communication, de génétique, d'accès à l'information ou de possibilités nouvelles dont je n'aurais même pas rêvé. La technologie développée pour aider les handicapés a ouvert de nouveaux domaines de recherche. La dictée vocale, la lecture automatique, l'aide électronique à la conduite, le Segway ou gyropode qui a envahi nos rues ont été au départ développés pour des handicapés. Tout cela vient de la petite flamme de créativité qui est aussi présente dans mon fauteuil roulant que dans mes spéculations en physique théorique. Il y a bien d'autres choses à attendre. Par exemple, des interfaces cerveau-machine plus rapides et expressives. Les réseaux sociaux en sont des précurseurs. Ils me permettent de garder le contact avec mes amis et lecteurs disséminés dans le monde entier, comme avec mes enfants. De même qu'Internet,
Les smartphones, l'imagerie médicale, le GPS et les réseaux sociaux étaient impensables il y a seulement quelques décennies. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'entrevoir les progrès à venir. J'espère que cette multitude d'ouvertures possibles va enthousiasmer les écoliers d'aujourd'hui. Mais il est de notre responsabilité de guider ces jeunes gens vers la science, outil nécessaire pour forger et maîtriser la technologie de demain. Je crois que l'avenir de l'éducation est dans Internet, qui nous connecte tous comme les neurones d'un gigantesque cerveau. Avec un QI comme celui-là, qu'est-ce qui pourrait nous résister ? Quand j'étais jeune, il était fréquent et même très chic de déclarer son désintérêt pour la science. Ce temps-là est révolu. Bien sûr, je ne veux pas dire que tous les jeunes doivent devenir des chercheurs. Ils doivent cependant être suffisamment familiarisés avec la science pour choisir leur avenir en connaissance de cause. Ils ne doivent pas être des illettrés scientifiques, ni craindre la science. Ils doivent être curieux d'en connaître davantage à son sujet. Un monde doté d'une petite élite seule capable de comprendre la science, la technologie et ses applications serait, selon moi, une très mauvaise voie. Des projets d'intérêt public comme l'assainissement des océans ou la lutte contre les maladies dans les pays en développement n'y seraient certainement pas prioritaires. Pire, on pourrait penser que la technologie est utilisée contre nous et que nous en aurions perdu le contrôle. Il ne fait aucun doute que notre monde va considérablement changer dans les 50 ans à venir, que nous ferons des découvertes fracassantes dans tous les domaines scientifiques. Comme je suis très optimiste et que je ne vois aucune limite à l'intelligence humaine, je pense que nous allons comprendre le Big Bang, l'origine de la vie sur Terre et savoir s'il existe de la vie ailleurs. Nous allons continuer à explorer l'espace, y envoyer des robots et des hommes, tout en essayant de résoudre les problèmes de notre planète polluée et surpeuplée. Je suis sûr qu'à terme, nous trouverons le moyen de vivre ailleurs dans l'espace. La vie ne se limitera pas à une seule planète. Elle est destinée à conquérir le cosmos. Un dernier point. On ne sait jamais d'où viendra la prochaine découverte, ni qui la fera. Ouvrir les jeunes esprits à l'excitation et à l'émerveillement de la découverte scientifique, atteindre le plus grand public possible par de nouveaux médias innovants, voilà qui serait un terreau fertile pour faire germer le prochain Einstein, où qu'il ou elle soit. Rappelez-vous qu'il faut regarder les étoiles, pas vos pieds. Essayez de donner du sens à ce que vous voyez et de vous interroger sur l'existence de l'univers. Soyez curieux. En toutes circonstances, il y a toujours quelque chose à faire et à réussir. N'abandonnez jamais. Faites confiance à votre imagination. Faites advenir le futur. Quelle invention, grande ou petite, voudriez-vous que l'humanité mette en œuvre ? Une grande idée, la fusion nucléaire. Sa mise au point donnerait à l'humanité une source quasi illimitée d'énergie propre qui ne contribuerait pas au réchauffement climatique. Une plus modeste, le passage à la voiture électrique.